Et avec nous sur ce plateau, Lénaïque Monconduit, vous êtes diplômée d'un doctorat en neurosciences à l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie et vous êtes enseignante-chercheur à l'université Clermont-Auvergne avec une recherche dédiée aux mécanismes physiopathologiques de la migraine au laboratoire Neurodol affilié à l'INSERM. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Et avec nous, le docteur Christian Lucas. Vous êtes neurologue, chef de service au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Lille, président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour docteur. Bonjour Sébastien, vous avez vu que je porte le deuil des All Blacks. Oui, vous avez vu que j'ai les couleurs des Bleus, moi. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions, vous qui nous regardez et nous écoutez dans toute la francophonie sur le lien prévu à cet effet. Lénaïque, on commence avec vous. En quoi consiste la recherche préclinique et comment expliquez-vous vos travaux à vos étudiants ? Alors, la recherche préclinique, c'est tout ce qui est finalement en amont des patients. Et donc, la recherche préclinique, elle va avoir pour objectif de comprendre justement ce que vous avez dit, les mécanismes physiopathologiques. Alors, ça fait un peu difficile à comprendre, mais en gros, comment ça marche et qu'est-ce qui pourrait causer la migraine. Le problème, c'est que pour comprendre la migraine, eh bien, il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. L'organisation des neurones, qui sont les cellules qui le composent, mais aussi des autres cellules, des autres environnements qu'on a dans le cerveau. Et puis, il faut comprendre la relation du cerveau avec les autres systèmes, comme le système hormonal, par exemple, puisqu'on a les migraines qui sont menstruelles, et aussi avec le système vasculaire, le système immunitaire. Donc, toutes ces relations sont assez complexes, et là, je pense qu'on a besoin de la recherche préclinique pour vraiment comprendre comment ça marche. Ensuite, eh bien, la recherche préclinique, elle aide aussi à développer des nouvelles molécules, puisqu'il va falloir des chimistes pour mettre au point ces molécules, il va falloir des biologistes pour tester des molécules dans des modèles, avant de pouvoir tester ces molécules chez l'homme. Enfin, des fois, on a des traitements qui ont été appliqués aux patients de manière empirique, parce qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait, ils avaient été prescrits dans d'autres pathologies, et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et pour améliorer ces traitements, c'est important de comprendre quelles sont les cibles de ces traitements. Et donc, nous, on aide aussi à comprendre les mécanismes d'action des molécules qui existent déjà. Quelle est la différence entre la recherche préclinique et la recherche clinique ? Alors, comme je vous le disais, la recherche préclinique, on est plutôt en amont de la recherche clinique. Donc, moi, en tant que scientifique, je n'interagis pas, par exemple, avec les patients directement. Si je veux réaliser une étude où il va y avoir des patients, eh bien, je vais faire appel à mes collègues médecins pour pouvoir mener à bien cette recherche, parce que je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas médecin, je ne soigne pas. Par contre, j'ai d'autres compétences. Je connais bien la physiologie du cerveau, je connais bien les mécanismes cellulaires, et donc, en fait, on va travailler en coopération. Et de plus en plus, on parle de recherche translationnelle, c'est-à-dire une recherche préclinique qui se fait à partir de la recherche clinique, et à partir des résultats de la recherche clinique, on revient vers la recherche préclinique et inversement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus pour être au plus proche des questions qu'ont les praticiens. Alors vous avez parlé de coopération entre chercheurs précliniques et chercheurs cliniques. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, on est complémentaires, Oui. comme je vous l'ai dit. Donc en recherche préclinique, on va faire appel à leur savoir-faire pour la recherche clinique. On va démarrer sur leurs questions des fois. Ils vont avoir une observation et puis ils vont venir vers nous pour connaître les mécanismes plutôt cellulaires qui c'est pas toujours leur domaine de compétences. Et à nouveau, nous, on va donner les résultats pour qu'eux puissent les appliquer et soit tester des molécules, par exemple, quand ça va passer en test chez les patients, et puis pour aussi répondre aux questions des patients sur les mécanismes, comment ça peut fonctionner. Pourquoi est-ce si difficile de chercher et de trouver les traitements contre la migraine ? Alors j'ai envie de dire, chercher, c'est pas très difficile. Oui, effectivement, c'est plutôt trouver. Le problème, c'est de trouver. Ouais. Donc effectivement, je comprends la frustration des patients, en fait, de dire alors quand est-ce que vous allez nous trouver cette molécule miracle qui va pouvoir tous nous soulager ? Le problème, c'est que la recherche, ça prend beaucoup de temps. Donc
déjà, si on part simplement d'un point de vue pharmacologique, je veux développer une molécule pharmacologique, il faut déjà que les chimistes mettent au point cette molécule. Ensuite, il va falloir que nous, les biologistes, on la teste. Donc, ça veut dire que ça va prendre encore plus de temps. Si on voit que ça marche pas trop mal dans nos modèles, on va dire aux cliniciens, voilà, là, on a une molécule, peut-être que ce serait intéressant de la tester chez les patients. Mais on va pas directement tester chez les patients. On va déjà vérifier qu'il n'y a pas d'effet adverse trop important, sinon il n'y a aucun intérêt. Et puis ensuite, on va aller vers les patients. Donc, vous voyez bien que juste en décrivant le processus, je prends déjà beaucoup de temps. Donc, imaginez, quand on doit faire chacune de ces étapes, eh bien, ça va se compter en années. Donc, quelque part, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça veut dire qu'on va pas donner aux patients la première molécule que nous, on va dire « Oh, on a une super molécule, ça marche super bien, prenez-la ». Et puis, on va s'apercevoir à grande échelle qu'il y a des effets qui peuvent être terribles pour les patients. Donc, c'est aussi une sécurité pour les patients. Je sais que c'est parfois difficile à entendre parce qu'ils souffrent et ils aimeraient quelque chose de plus rapide, mais il faut le voir aussi comme une sécurité. Docteur Christian Lucas, quel est le rôle du praticien dans ce parcours de la recherche ? Alors, comme l'a mentionné Lénaïque, nous, on vient après la recherche préclinique. Et alors, effectivement, dans les CHU, on a une triple mission. Soigner, c'est notre vocation, faire de l'enseignement et faire de la recherche. Et faire de la recherche, c'est mieux soigner les patients de demain. Alors, bien évidemment, il faut avoir une expertise dans ce domaine. Et donc, quand cette expertise est reconnue, ensuite, cela nous permet d'accéder à des essais thérapeutiques qui peuvent être initiés soit par l'industrie pharmaceutique, soit avec d'autres partenaires, d'autres CHU. Alors, la question que tous les migraineux qui nous regardent se posent, c'est quelles sont les dernières découvertes pour mieux connaître et mieux comprendre les mécanismes de la migraine ? Alors, il y a beaucoup de découvertes. Alors, si je devais faire un choix, je dirais, et ça rejoindra la difficulté de trouver le vaccin à la migraine, c'est qu'au plan génétique, on a énormément évolué au plan des connaissances. On en était à 38 gènes de prédisposition à la migraine il y a quelques temps. On est passé à 123, on en est à 180. Donc, 180. Et c'est peut-être pas terminé. Et ces gènes, vous imaginez, codent pour beaucoup de choses, le fonctionnement des vaisseaux, puisqu'il y a entre les neurones et les vaisseaux, il y a de la communication, code pour des messagers chimiques, comme par exemple la sérotonine, qui est un neurotransmetteur, qui est un petit peu déficitaire chez les migraineux, et la sérotonine, je tiens le tonus, ça sert à régler le calibre des artères, le sommeil et l'anxiété, ce qui peut expliquer que des migraineux aient fréquemment troubles du sommeil ou d'être anxieux. C'est un soubassement génétique commun aux deux. Et les migraineux fabriquent un peu trop de glutamate, qui est un neurotransmetteur, un messager chimique, qui est un excitateur, ce qui fait que le cerveau du migraineux est hyper excitable. Et nous allons être, je m'inclus dedans, sensibles aux variations. Plus de stress, moins de stress, plus de sommeil, moins de sommeil. Donc, au plan de la génétique, on a fait d'énormes progrès, mais au plan des mécanismes fin de la crise, on va l'aborder. Nous avons fait également des progrès. Alors, j'imagine que mieux comprendre la migraine, ça permet finalement de développer de nouveaux traitements, d'avancer. Bien évidemment, donc au plan des mécanismes fins, ce qu'on appelle nous, en jargon, la physiopathologie, on sait maintenant que au pourtour des artères méningées, lors de la crise, il y a une libération de certaines protéines, une soupe inflammatoire, et dans cette soupe inflammatoire, la protéine principale qui est larguée s'appelle le CGRP, petite protéine fabriquée par tous les mammifères, et tous les humains donc, et nous, les migraineux, nous en fabriquons plus, et on est plus sensible à cette protéine, et ces deux actions sont de dilater les artères et de faire mal. Mais ce n'est pas la seule, et on va voir juste après qu'il y a d'autres protéines, comme le PACAP, et des médicaments en préparation. D'ailleurs, je crois que vous avez un visuel à nous montrer Tout à fait. Alors, donc, et voilà les cibles thérapeutiques les plus avancées à l'heure actuelle. Donc, comme je le mentionnais, alors c'est un peu technique, mais le CGRP avec des médicaments qu'on appelle des anticorps monoclonaux qui vont soit se fixer directement sur la protéine, soit qui vont bloquer la serrure, c'est-à-dire le récepteur. Et donc, il y a aussi pour très bientôt des traitements, parce que les anticorps monoclonaux, ce sont des traitements par voie injectable. Et pour très bientôt, dans quelques semaines, on va avoir des médicaments qui s'appellent les GEPAN, qui vont bloquer également la serrure. Alors, parlons plus précisément de ces pistes de traitement ensemble, docteur. Quels sont les motifs d'espoir pour les patients qui nous regardent ? Alors oui, donc comme mentionné, on a déjà à disposition les anticorps monoclonaux anti-CGRP. Et donc, à court terme, donc là,
Lénaïque en faisait état. Donc, c'est issu, par exemple, de la recherche. Donc, on voit un neurone et puis en dessous une cellule vasculaire, pardon. Et donc, les GEPAN, ces petites molécules qui seront administrées sous forme de comprimés, qui vont bloquer le récepteur au CGRP. Et ces GEPAN sont déjà disponibles dans certains pays, notamment aux États-Unis. Et ces GEPAN antagonistes oraux des récepteurs du CGRP vont être utilisés pour certains en traitement de crise. Et chez les patients qui ne répondent pas bien au triptan ou qui ont des contre-indications au triptan. Et certains GEPAN vont être utilisés en traitement de prévention, en traitement de fond. Donc, c'est une nouvelle conception puisque la même famille va faire le double effet Kiss-Cool, si j'ose dire, le traitement de fond et le traitement de crise. Alors, il restera à définir leur positionnement, notamment, par exemple, pour les traitements de crise par rapport au triptan. Mais les patients non répondeurs au traitement classique, les triptans, ou contre-indication, et donc c'est une nouvelle piste, tout à fait. D'autres pistes? Oui, alors, ça c'est demain. Les GEPAN, ça va sortir dans quelques semaines. Un peu plus lointain, donc j'en ai parlé, le CGRP, c'est vraiment la protéine qui est la principale donc dans cette inflammation stérile des artères, mais il y en a d'autres, et notamment une petite protéine qui s'appelle le PACAP. Là, il y a des anticorps monoclonaux anti-PACAP en préparation parce que tous les patients ne répondent pas en bloquant le CGRP. Et un peu plus lointain, et là aussi c'est issu de la recherche préclinique, on a des modèles expérimentaux pour déclencher des crises de migraine. Et ça nous donne plein de pistes thérapeutiques. Et en particulier, on a une piste vis-à-vis des canaux potassiques. Une cellule, que ce soit un neurone ou une cellule, un endothélium, donc une cellule endothéliale d'un vaisseau, c'est une petite pile chargée électrique, donc positivement à l'extérieur de la membrane et négativement à l'intérieur, avec des échanges d'ions, sodium, potassium, chlore, etc. Et on a une piste sur les canaux potassiques. Pourquoi? Parce que il y a certaines familles qui ont une migraine avec aura visuelle et où il y a des mutations de ces canaux potassiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est réplicable pour les migraineux sans aura, qui sont la grande majorité des patients migraineux, mais on a une piste là vis-à-vis des canaux potassiques, mais qui est quand même plus lointaine par rapport aux GEPAN qui vont émerger d'ici peu. Comment fonctionne-t-il tous ces médicaments? Alors, ces médicaments fonctionnent, vous avez compris, de façon très ciblée. Donc, j'emploie le terme parfois avec mes patients d'un missile téléguidé. Donc, il vient. Un missile téléguidé. Mais oui, bien sûr, puisque c'est la thérapie ciblée, puisque les anciens traitements qu'on utilisait pour d'autres affections, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, c'était pas spécifique. On est rentré dans la migraine, dans les traitements spécifiques de la maladie migraineuse, et par exemple, qui ne fonctionnent pas du tout pour d'autres types de douleurs. Donc, on a vraiment avancé de façon énorme. Comment les essais cliniques sont-ils conduits et comment les patients sont-ils sélectionnés? Alors, donc, concernant les essais cliniques, donc, comme Lénaïque l'a mentionné, c'est un long chemin du screening des molécules jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. En général, c'est 9 à 12 ans, avec des étapes successives, ce qu'on appelle les phases 1, 2, 3. Donc, 9 à 12 ans de développement. Et bien sûr, pour 10 000 molécules screenées, il y en a peut-être une qui va sortir. D'accord? Donc, c'est un long chemin. Et nous, quand nous voyons des patients en consultation, je connais les critères d'inclusion ou d'exclusion de tel ou tel essai thérapeutique. Et si mon patient est éligible, je lui propose de participer à cet essai. Et il ne faut pas qu'il ait peur parce que c'est le meilleur moyen d'être soigné. On est soigné vraiment dans l'état de l'art le plus actuel de la médecine. Donc, et si le patient est d'accord, il faut qu'il y ait un consentement éclairé avec une information. Et bien, il y a ensuite des consultations spécifiques, recherches pour le suivi de ces patients. Toutes les recherches aboutissent avec un résultat. Il y a toujours un résultat. Il peut être parfois positif et négatif. Alors, négatif, ce n'est pas un drame. C'est-à-dire qu'on va apprendre finalement. On va apprendre de nos échecs. Oui. Et la recherche, c'est toujours on n'est jamais en échec. On apprend et on réessaye. Donc, une autre piste à ce moment-là. Vous le confirmez, Lénaïque? Oui, un résultat négatif, finalement, c'est un résultat. Ça veut dire que la voie qu'on est en train d'emprunter n'est pas la bonne. Donc, c'est important aussi de pouvoir éliminer certaines voies pour se concentrer sur d'autres mécanismes. Donc, les résultats négatifs sont souvent sous-publiés et c'est vraiment dommage parce que résultat, on va refaire les études
alors que on sait que ça marche pas, et donc on peut se concentrer sur autre chose. Oui, et pour rebondir là-dessus, il y a désormais une obligation de publier un essai négatif, puisque effectivement, souvent, c'était mis un peu sous le tapis, mais on apprend de ces échecs, bien évidemment. Comment les effets indésirables sont-ils relevés et analysés lors de ces essais ? Alors, donc, on parle de l'efficacité des produits, mais la bonne sécurité d'emploi, c'est très important, le développement préclinique. Mais nous, lors des essais, systématiquement, on interroge nos patients. Est-ce que vous avez eu tel ou tel type d'effet secondaire, sachant que on a déjà, avec les essais sur les volontaires sains, sur un petit nombre de volontaires malades, une idée de ce qu'on attend, mais il faut avoir l'esprit ouvert, puisque parfois, il peut y avoir un effet secondaire exceptionnel qui peut survenir qu'une fois tous les 10 000. Donc, il faut toujours être vigilant. Et ça, il faut savoir aussi qu'une fois le médicament commercialisé, il est toujours surveillé avec une pharmacovigilance tout au long de la vie du médicament. Oui, et puis vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est long, très long, entre le début de la recherche et la mise sur le marché. Oui. Vous nous rappelez la durée à peu près ? 9 à 12 ans. Et avec, c'est énorme. Effectivement, un accès au marché donc, qui est un petit peu long, puisque une fois que les essais ont été terminés avec une publication, une positivité, il y a tout un process donc, de reconnaissance d'abord auprès de l'Agence européenne du médicament, puis auprès de l'Agence française, et différentes instances, la Haute Autorité de Santé, le CEPS, la Sécurité sociale, donnent leurs avis techniques avant qu'on puisse enfin l'avoir en officine. Vous restez avec nous, voici notre séquence. Vous avez la parole. Même principe que tout à l'heure, on compte sur vous pour nous poser vos questions d'ordre général alors, sur la recherche, puisqu'on a deux éminents chercheurs et spécialistes. Avant de prendre les questions Internet, voici une toute première question qui a été posée par un membre de l'association La Voix des Migraineux, une question de Morgane. Bonjour, je suis Morgane Rivera Vargas, bénévole à l'association La Voix des Migraineux. Ma question aujourd'hui porte sur les enfants migraineux. Est-ce qu'il y a des recherches en cours sur le sujet et existe-t-il des traitements appropriés ? Je vous remercie pour votre réponse. Docteur. Oui, donc veuillez m'excuser, j'étais un peu perturbé. Donc on va peut-être réécouter la question de Morgane. Est-ce que c'est possible ? Bonjour, je suis Morgane Rivera Vargas, bénévole à l'association La Voix des Migraineux. Ma question aujourd'hui porte sur les enfants migraineux. Est-ce qu'il y a des recherches en cours sur le sujet et existe-t-il des traitements appropriés ? Je vous remercie pour votre réponse. Alors, voilà, on a tous entendu. Réponse courte, les enfants, c'est le parent pauvre de la recherche. Pour la recherche chez les adultes, les publications rempliraient tout ce beau studio, magnifique studio. Chez les enfants, ce serait un petit carton. Alors, pourquoi ? Il y a différentes choses. La sécurité, bien sûr, pour les enfants. Le fait que pour l'industrie, c'est un petit marché. Donc, il y a de la recherche clinique, mais elle est nettement sous-dimensionnée par rapport à l'adulte. Lénaïque ? Et dans la recherche préclinique, c'est la même chose. On s'intéresse pas, on n'a pas de modèle où on va prendre en compte le côté juvénile. Et pour vous dire, on commence tout juste à avoir l'obligation de prendre en compte les femmes, dans les modèles animaux, oui. De prendre en compte les différences sexuelles qu'on peut observer, ce qui est quand même un comble pour la migraine, où c'est une majorité de femmes qui est touchée par cette pathologie. Et pendant des années, on a conduit la recherche sur des modèles qui étaient des mâles. Et on a conclu que ça allait marcher parfaitement bien chez les femmes. Donc là, on a fait fausse route. Voilà. Allez, on poursuit avec une deuxième question, la question de Mathilde. Bonjour, je suis Mathilde de l'association La Voix des Migraineux et j'ai une question. Recherche-t-on des traitements spécifiques pour migraine avec aura ? Merci beaucoup pour votre réponse. La réponse va être aussi concise, non. En clair, dans les essais cliniques sur la migraine, on poule l'ensemble des migraineux. Majoritairement, ce sont des migraineux sans aura, 80-85%. Il y a 10-15% de migraineux sans aura. Mais l'analyse porte sur l'ensemble des patients. Après, on peut faire des sous-analyses, mais où la portée scientifique est moins. Donc, il n'y a pas d'études vraiment avec un focus spécifique sur la migraine avec aura. Lénaïque ? Et ce qui est paradoxal,
c'est qu'en recherche préclinique, on a un très bon modèle de l'aura. On sait qu'on part d'une hyperexcitabilité du cortex, tous les neurones sont activés. Et du coup, suite à cette hyperexcitabilité, tout le monde est silencieux. Ce qui explique que dans les auras, on peut voir une tache aveugle dans son champ visuel parce que, en fait, c'est pas un problème des yeux, c'est vraiment un problème du cortex où les neurones ne reçoivent plus aucun message. Et on utilise énormément ce modèle-là. Donc, en recherche clinique où on n'en tient pas beaucoup compte, et nous, tout est basé sur ces 20%, enfin, tout est basé, beaucoup est basé sur ces 20% de cette pathologie. Allez, autre question, elle nous est posée par Céline. Bonjour à tous, je suis Céline, migraineuse depuis 18 ans, membre de La Voix des migraineux et cofondatrice de l'application mobile Apo Migraine. Voilà, ma question pour vous est la suivante. Quelle est la place aujourd'hui du patient dans la recherche, que ce soit dans la conception des protocoles ou alors dans l'organisation de la recherche? Est-ce que vous considérez que aujourd'hui le patient participe facilement à la recherche? Est-ce qu'il est suffisamment impliqué? En quelque sorte, comment améliorer les choses et comment améliorer notre implication à nous en tant que patients dans la recherche? Le rôle du patient, il est central. Hein. Oui, alors c'est une très bonne question. Jusqu'à il y a quelques années, c'est vrai que c'était de la recherche entre scientifiques médecins. La vie du patient comptait peu. Ça a énormément évolué. On a maintenant dans les études à chaque fois des items, ce qu'on appelle les PRO, Patient Reported Outcomes, c'est-à-dire le patient qui fait état sur des échelles de qualité de vie, des échelles de satisfaction, etc., de l'intérêt ou pas du traitement. Parce que, in fine, c'est lui qui va le prendre quand même, d'accord? Alors, quant à la conception des études, non, c'est encore très préliminaire. Puis, il faut quand même avoir le background scientifique. Mais l'avis du patient compte de plus en plus. Et dans toutes les publications, cela apparaît maintenant. Questionnaire notamment de qualité de vie, c'est fondamental. Lénaïque ? Eh bien, oui. En effet, on prend de plus en plus en compte l'avis des patients. Et d'ailleurs, au départ, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, on avait notre projet, on menait notre projet, on publiait nos résultats et après, en gros, ça ne nous concernait plus. À l'heure d'aujourd'hui, quand on applique pour avoir des projets et pour avoir de l'argent pour mener nos projets, eh bien, on nous demande de plus en plus de faire ce qu'on appelle de la recherche participative, c'est-à-dire d'inclure les patients dans le board qui va gérer en fait le projet et ce qui nous permet d'avoir le retour des patients, savoir ce qui est important pour eux, savoir si, nous, ça nous intéresse parce que si on est scientifique, c'est qu'on est intéressé par la connaissance en elle-même, mais ça s'éloigne peut-être parfois des préoccupations des patients. Donc là, vraiment, c'est une volonté de la communauté aussi scientifique, mais je pense aussi politique et du travail de ces associations de patients pour être au cœur de la recherche, pour avoir leur mot à dire et pour nous aider et nous apporter un autre regard sur notre recherche. Oui, et parfois, les patients migraineux sont aussi des praticiens ou encore des chercheurs. Docteur, vous êtes vous-même migraineux. J'imagine que ça vous aide au quotidien, notamment lors des consultations, lors des rencontres avec les patients pour peut-être mieux les comprendre et mieux les traiter? Effectivement, Sébastien, ça m'aide dans tous mes champs d'activité, que ce soit dans le soin, parce que les patients souvent n'ont pas été entendus. Donc, et là, ils savent, je fais très communément état du fait que je suis migraineux. Ah oui, vous aussi, docteur, donc vous comprenez. Dans la recherche, comme je connais bien les mécanismes, je peux aussi faire la relation, expliquer le pourquoi de la recherche, le bénéfice attendu, etc., en ayant moi-même un vécu de patient migraineux. Donc, il faut savoir qu'il y a d'ailleurs beaucoup de spécialistes de la migraine qui sont eux-mêmes migraineux. C'est peut-être pas un hasard. Et il y a eu des publications qui ont montré que des médecins migraineux ou qui ont dans leur entourage familial proche un migraineux soignent mieux les patients migraineux. C'est peut-être pas anodin. Oui, le docteur Leroux, qui était en ligne avec nous tout à l'heure, nous le disait, elle est migraineuse. Le professeur Lorraes, qui sera en duplex avec nous dans un instant, est migraineux. Vous êtes, vous aussi, migraineux? Alors, moi, je ne suis pas migraineuse, mais dans notre laboratoire, effectivement, la proportion de migraineux est aussi très importante. Alors, deux possibilités. Soit on est hyper intéressé par le sujet et on se dit, on va travailler dessus, on a l'opportunité d'être des chercheurs ou des médecins et on va se concentrer dessus. Ou alors, on est mieux diagnostiqué
parce que on connaît la pathologie, puis en tant que scientifique travaillant sur la migraine, on connaît un certain nombre de neurologues qui peuvent nous aider. Donc je ne sais pas quelle est la réponse, mais en tout cas, chez nous aussi, il y a beaucoup plus de migraineux que les pourcentages donnés dans la population générale. Allez, on a pas mal de questions en ligne, on va les prendre avec vous. Une première question, quel est l'avantage des GEPAN par rapport au triptan? Alors, l'avantage théorique, c'est qu'il pourrait être administré indépendamment de toute pathologie vasculaire ou de l'âge. Les triptans, il y a des précautions d'emploi au-delà de 65 ans. C'est pas une contre-indication, mais une précaution d'emploi. Plus on vieillit, plus on a un risque de faire des problèmes vasculaires. Donc, les GEPAN n'auront pas cette contre-indication. Les triptans sont contre-indiqués formellement quand il y a une pathologie vasculaire avérée, infarctus du myocarde, infarctus cérébral, artère des membres inférieurs. Les GEPAN n'auront pas cette contre-indication. Donc, il y a un avantage théorique, effectivement, à utiliser les GEPAN. Quelle démarche faire pour être volontaire d'un essai clinique? Ah, alors oui, attention aux effets d'appel d'air, si j'ose dire, puisque les essais cliniques, il y a des critères très, très stricts d'inclusion, d'exclusion, et donc... Alors, lesquels, par exemple? Alors, ça dépend de ce qu'on recherche. Par exemple, pour un traitement préventif, il y a par exemple un nombre minimal de crises à avoir. Parfois, il faut avoir été en échec de 2, 3 traitements de fond. Il ne faut pas avoir de comorbidité, par exemple, psychiatrique avérée. Il ne faut pas avoir d'anomalies biologiques. C'est pour ça qu'il y a des prises de sang, des électrocardiogrammes, etc. Donc, il y a toute une rigueur qui entoure ces essais. Et donc, tout le monde ne peut pas participer aux essais thérapeutiques. Et qui plus est, c'est un suivi régulier avec des consultations régulières. C'est quand même un peu astreignant, plus astreignant que le soin, où là, les patients doivent venir souvent 1 mois, 3 mois, 6 mois, donc très régulièrement, souvent avec des prises de sang. Donc, il y a quand même un côté contraignant. Et vous avez compris qu'il y a des critères d'éligibilité à ces essais que tout le monde ne remplit pas. J'ajouterais sur les critères, en fait, c'est tellement compliqué, cette pathologie, et il y a une telle variabilité chez l'être humain, que pour comprendre, on est obligé, alors c'est peut-être encore difficile à entendre, mais on est obligé de faire des sous-groupes. Oui. Et pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène, pour pouvoir tirer une conclusion. Parce que, comme on est tous différents, finalement, on va pas avoir l'efficacité d'un traitement parce que il y a ce sous-groupe chez qui ça ne va pas fonctionner et ce sous-groupe chez qui ça va fonctionner. Et si on mélange tout, au final, on va dire ça marche pas. Et c'est dommage pour le sous-groupe pour qui c'était efficace. Donc c'est aussi pour ça que les critères sont aussi stricts. Alors attention, une question piège, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce qu'on sait combien de volontaires participent actuellement à des essais cliniques? Dans la migraine ou Oui, dans la migraine. Dans la migraine. Beaucoup. De par le monde, c'est énorme. Des dizaines de milliers, c'est de par le monde. Des dizaines de milliers, donc c'est autant d'espoir aussi. Et en tout cas, la recherche, elle avance. Vous avez le sentiment que cette recherche, elle s'est accélérée depuis... quelques mois, quelques années? Alors, quand j'étais jeune et chevelu et mince, j'ai eu assisté à une première évolution, les triptans. Ensuite, il y a eu relativement peu au plan pharmacologique. Peu de nouveautés, vraiment peu. Il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques, mais peu de nouveautés. Et là, j'assiste à une seconde révolution avec les nouveaux traitements, les anticorps monoclonaux ciblant la voie du CGRP, les GEPAN, peut-être d'autres choses, mais une seconde révolution, donc c'est rare dans une carrière d'avoir 2 révolutions thérapeutiques aussi marquantes. Peut-être que j'en aurai une troisième parce que j'espère travailler très tard, mais au moins... Et on vous le souhaite. Dans la recherche sur la douleur, on cite toujours l'exemple de la migraine comme un succès dans la collaboration entre la préclinique et la clinique. Parce que souvent, c'est assez décevant. Dans la douleur, on n'a pas toujours des traitements. On a des traitements qui vont fonctionner en préclinique et puis quand on passe en clinique, c'est la cata. Ça marche pas du tout. Et là, la migraine, il y a quand même eu les CGRP, les triptans, où on a le CGRP. Je trouve que c'est l'exemple le plus frappant, où on est parti de ce qu'on a compris d'un point de vue physiopathologique pour développer une molécule et cette molécule, elle fonctionne. Donc ça veut dire que tout le monde a fait super bien son boulot et on a eu un peu de chance aussi pour développer cette molécule. Donc c'est vraiment un bel exemple. Je rebondis l'année là-dessus. Le CGRP, il faut savoir que c'était découvert par des chercheurs californiens en 1982. Oui. On est en 2023,
Donc 40 ans, vous allez dire, c'est beaucoup. Mais en 40 ans, il y a eu énormément de trajets faits avec des traitements vraiment innovants. Et au départ, pas dans la migraine. Exactement. Ouais. Autre question, comment accéder à ces nouveaux médicaments? C'est Janine qui nous pose la question. Ah, là, c'est un autre problème. Donc, puisque nous sommes en France et qu'il y a une problématique d'ordre du remboursement, les anticorps monoclonaux anti-CGRP ne sont pas remboursés en France, contrairement à 23 autres pays européens. Donc ça, c'est une énorme problématique où la Voix des migraineux et nous, la Société française de migraine et céphalée, et moi, à titre personnel, nous sommes investis et nous investissons encore puisque ce n'est pas remboursé. Les GEPAN, on n'est pas encore sûr, mais probablement, dans un premier temps, tout au moins, ne seront pas remboursés. C'est un écueil énorme de l'accès aux traitements innovants vis-à-vis de la migraine en France. Autre question, comment savoir si on est éligible aux nouveaux traitements? Alors, bien évidemment, comme toujours, les nouveaux traitements, nous, cliniciens, on est prudents. Comme en recherche préclinique. On ne va pas proposer une nouveauté tout de suite. Il faut être en échec, par exemple les GEPAN, les patients qui sont en échec des triptans, ou donc qui ont des contre-indications, bien évidemment. Et en traitement de fond, là aussi, il faudra avoir essayé d'autres traitements de fond. Par exemple, les anticorps monoclonaux anti-CGRP, il faut être en échec au minimum 2 traitements de fond au niveau de preuve. Donc les nouveautés, c'est super, mais on ne les met pas en première ligne, bien évidemment. Sabine de Bremaker, la présidente de l'association des migraineux, disait tout à l'heure, donnait des chiffres impressionnants. 7 ans et demi en moyenne, c'est le temps pour avoir un diagnostic. Certains ont même attendu 31 ans, disait-elle. Est-ce que ça vous surprend, ces chiffres, vous en tant que docteur spécialiste? Alors, quand j'étais jeune et chevelu et mince, et donc quand j'ai appris la neurologie, la migraine, ça faisait 4 à 5 lignes. Donc, tout ce que j'ai appris, c'est après mon internat. Enfin, mon externat, plus exactement. Mon internat, j'ai appris. Il y a beaucoup de médecins qui en sont restés avec des conceptions un peu surannées des mécanismes de la migraine et qui n'ont pas forcément une empathie importante vis-à-vis des patients migraineux. Donc, là, on peut comprendre. À côté de ça, heureusement, nous faisons beaucoup de soirées de formation, des congrès, etc., pour augmenter le niveau de connaissance des médecins généralistes, parce que l'acteur de première ligne, c'est le médecin généraliste. Et quand moi, je fais une conférence d'1 heure, en 1 heure, j'aurais vu 2 patients. Et si je fais une conférence devant 250 médecins, par cascade, ça sera beaucoup plus de patients mieux soignés. Donc, en clair, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Notre rôle, c'est le soin, l'enseignement bien fait et la recherche. Et un enseignement bien fait, en cascade, c'est des patients mieux soignés. Oui, parce que certains patients nous disent « J'ai dû voir plusieurs généralistes avant que le premier généraliste comprenne ce que j'avais et me dirige vers un spécialiste, vers un neurologue. » Alors, tout le monde n'a pas besoin de diriger vers un neurologue, parce que heureusement, vu la prévalence de la migraine avec des millions de patients, des généralistes bien formés sont à même de prendre en charge efficacement une majorité de patients migraineux. Mais bien évidemment, pour les patients les plus sévères, le spécialiste de la migraine et du cerveau, c'est le neurologue. En moyenne, les patients ont expérimenté 5 traitements de fond. Nombreux sont ceux qui restent sans solution thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé le médicament, le traitement qui va les soulager au quotidien? Alors, dans un monde idéal, donc il faut qu'ils aient vu bien sûr leur médecin généraliste, ce qu'ils ont fait. Dans un monde idéal, il faut qu'ils aient vu le neurologue régional, qu'il soit libéral ou hospitalier. Et si le patient est toujours en échec, il y a des centres experts, en général dans des CHU, souvent dirigés par des neurologues, donc spécialistes de la migraine. Donc il y a cette cascade du circuit de soins du patient migraineux qu'il faut essayer de suivre avec ce circuit vertueux. Mais vous parliez, par exemple, 5 traitements de fond. Il faut savoir qu'il y a des vieux traitements de fond où le niveau de preuve médico-scientifique est pas très élevé. Et donc, en clair, il faut maintenant plutôt utiliser les traitements à plus haute valeur ajoutée en termes d'évidence scientifique. Donc ça, c'est important. Autre question, c'est Isabelle qui nous la pose. Comment parler soi-même d'un traitement à son neurologue ou à son médecin traitant? Alors, là, c'est très consommateur de temps. Moi, quand je suis ultra spécialiste, quand je vois un patient migraineux pour la première fois, je mets 40 à 45 minutes. Parce qu'il y a toute une
kyrielle de questions, de questionnaires, l'établissement du diagnostic, les comorbidités, les traitements de crise déjà utilisés, est-ce que ça n'a pas marché à cause d'effets secondaires ou d'inefficacité, les traitements de fond. Donc, à la limite, on pourrait imaginer que le patient prépare bien sa première consultation en notant tout cela, avec une checklist. Et on a d'ailleurs un projet national, donc avec une base de données qui serait externalisée, où les patients feraient opérateur de saisie en amont pour qu'ils arrivent avec un maximum d'informations pour le neurologue ou le médecin généraliste, mais ça s'adressera au neurologue. Mais vous avez raison, bien préparer sa première consultation, c'est fondamental pour le patient et le médecin. Comment se fait-il qu'il y ait très peu de médicaments spécifiques ciblant la migraine? C'est Béatrice qui nous pose la question. Le problème, on en revient toujours au même problème, qui est pour développer un médicament qui est spécifique d'une pathologie, il faut parfaitement connaître les mécanismes de cette pathologie. Et là, on en arrive à notre grand mystère qui est le cerveau. Comme c'est une pathologie qui touche, entre autres, le cerveau, et qu'on ne connaît pas encore le fonctionnement, on connaît des briques, il faut imaginer ça comme un puzzle, on sait certaines choses. Dans la crise migraineuse, on sait qu'il y a des facteurs déclenchants, donc que ça va activer sans doute des régions cérébrales, on sait qu'il y a une hyperexcitabilité. Mais qu'est-ce qui, dans le cerveau, est profondément altéré pour déclencher vraiment? On connaît mieux la partie céphalée, la partie mal de tête, où là, on sait, on a mal à la tête, il n'y a pas 10 millions de régions où on peut avoir mal, ce sont les méninges, les nocicepteurs, on active les voies au niveau cérébral. Mais l'origine, entre le facteur déclenchant et cette crise migraineuse, on ne sait pas. Et j'ajouterais, y a-t-il une migraine ou des migraines? Parce que on en faisait mention. Est-ce que la migraine sans aura a exactement les mêmes mécanismes que la migraine avec aura? Pourquoi certains individus feraient de temps en temps des auras, de temps en temps pas? Est-ce qu'ils ont deux mécanismes d'action différents ou des mécanismes d'action plutôt que deux d'ailleurs? Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Et dans une pathologie où il y a 180 gènes identifiés à ce jour, avoir un mécanisme uniciste, c'est un peu illusoire. On pourrait voir ça un peu comme la fièvre. On a tous connu la fièvre, et pourtant la fièvre, c'est un symptôme qui va être dû à pléthore de causes. Donc peut-être qu'on a rassemblé sous le terme migraine, des pathologies qui vont avoir les mêmes symptômes, mais qui ont des origines différentes. Et donc, si ces pathologies ont des origines différentes, il va falloir être spécifique de chacune de ces origines pour que les traitements fonctionnent. Donc ça veut bien dire, il y aura jamais, à mon sens, ça n'engage que moi, il y aura jamais une molécule miracle qui soignera tout le monde. Mais il y aura des molécules, plusieurs molécules, et chaque molécule ciblera un groupe d'individus. Je vous pose la même question qu'au docteur Elisabeth Leroux. Un dernier message. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux migraineux qui nous regardent et nous écoutent? Un message d'espoir? Oui. Alors, la Voix des migraineux a fait bouger les choses. Nous, Société Savante, Société Française Migraine Céphalée, nous avons un site internet dédié aux patients d'ailleurs. Nous faisons bouger les choses. Avec les scientifiques et donc les cliniciens, la recherche avance. Donc, c'est effectivement beaucoup de messages d'espoir. Et même si vous n'avez pas trouvé de suite le praticien empathique, etc., ils existent. Donc, n'ayez pas peur, si j'ose dire, de consulter à nouveau ou de demander un autre avis, puisqu'il y a des praticiens susceptibles de vous prendre en charge. Lénaïque? Moi, je trouve que dans la migraine, la recherche ces dernières années a vraiment beaucoup avancé. Et j'ose espérer que c'est un peu l'effet boule de neige. Plus on a de connaissances, plus ça va amener de nouvelles connaissances. Et donc, on a vu le PACAP ces dernières années qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc peut-être dans les années à venir, une future cible. Et une fois qu'on aura compris le mécanisme du PACAP, par quel neurone il est libéré, comment il agit, etc., sans doute, il y a plein d'autres peptides. Il n'y a pas un neurotransmetteur dans le cerveau, il n'y a pas 3 protéines, il y en a des centaines, des milliers. Donc, autant de cibles possibles et autant d'espoir possible pour soulager un jour les patients. Merci Lénaïque Monconduit, merci Dr Christian Lucas d'avoir participé